merci beaucoup pour cette invitation, fort sympathique. Merci à Gilles pour son introduction qui va me permettre de rebondir. On ne s'est pas donné le mot, mais il se trouve que moi aussi j'aime l'histoire et l'histoire permet de comprendre beaucoup mieux notre présent et puis nous donne aussi des leçons. Voilà. Alors, moi je dois vous parler du statut juridique et administratif des étrangers actuellement. Après, nos amis du GISTI vous parleront plutôt des nouvelles dispositions législatives qui sont en cours de discussion. Moi, je parle de la situation actuelle, mais qui va bientôt être obsolète, parce que ça va changer. Donc après, il y aura, si j'ai bien compris, un temps de questions là-dessus, et après, ce sera nos amis qui parleront du thème. Alors, le droit des étrangers, quand on entend l'exposé de Gilles, on imagine bien que le droit a été obligé de suivre toutes ces évolutions. Donc en fait, le droit des étrangers s'est complexifié au fur et à mesure, et on a été obligé en 2004 de créer carrément un code, le fameux CESEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. J'insiste sur ce code parce que c'est le seul code dans notre système juridique qui vise des personnes. On a, vous serez d'accord avec moi, le code du travail, le code civil, le code du commerce, etc. Le code pénal, voilà. Et on a un code qui vise des personnes particulières. Ça me paraît très représentatif de la façon dont nous traitons les étrangers en France. Un code spécifique pour des personnes particulières. Deuxième élément général, on assiste depuis 1996 à une espèce d'inflation législative. Depuis 1996, je crois qu'on en est à 15 lois. Enfin, je veux dire, ça fait une loi tous les 18 mois. Et la dernière viendra donc 18 mois après la loi de 2016, qui est la dernière. Voilà. Alors, les deux dernières lois, c'est la loi de 2016 sur l'asile, la loi de 2015, excusez-moi, la loi de 2015 sur l'asile et la loi de 2016 sur l'immigration. Alors, je vais vous parler en premier de l'immigration légale et après on parlera de ce qui nous préoccupe plus, qui est la question des sans-papiers. Alors, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, en 1974, Giscard d'Estaing et son gouvernement arrêtent l'immigration de travail. Donc, les gens ne peuvent plus se déplacer vers la France pour trouver du travail. Et les seules voies possibles pour l'immigration, ce sera l'asile, le regroupement familial et les études. Donc, des voies assez limitées. Je vais vous parler plus particulièrement de l'asile et vous expliquer comment fonctionne la demande d'asile en France. Alors, le droit d'asile est réglementé par une convention internationale, la Convention de Genève, qui oblige les États signataires à protéger les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Voilà. Il faut craindre pour sa vie dans son pays, donc être obligé de le quitter pour des raisons d'idées, d'orientation sexuelle, et autres mariages forcés, etc., pour un certain nombre de raisons. Donc, je vous parle rapidement de la démarche que doivent suivre les demandeurs d'asile actuellement, démarche qui va être prochainement modifiée et rendue encore plus difficile alors qu'elle est déjà assez compliquée. Comment ça se passe ? La personne qui arrive en France pour demander l'asile doit d'abord se présenter à une, alors il y a des sigles partout, à une PADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. C'est une plateforme qui est gérée par une association. À Paris, c'est France Terre d'Asile qui gère cette association. Donc, il faut s'y présenter et s'y faire inscrire. Et c'est par cette plateforme que la personne demandeuse d'asile va pouvoir obtenir un rendez-vous à la préfecture, cette fois-ci, au, encore un sigle, GUDA, guichet unique pour les demandeurs d'asile.
il faut bien savoir que cette période-là, pouvoir s'inscrire à la PADA et obtenir un rendez-vous à la préfecture, c'est très long. C'est très long. Les délais d'attente pour accéder à la PADA, alors ça dépend naturellement des lieux dans toute la France. À Paris, c'est très long, c'est plusieurs mois. Il faut savoir que les gens, pendant ce temps-là, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont rien déposé, ils n'ont aucun droit. Ils ne commencent à avoir des droits que lorsqu'ils ont un rendez-vous à la préfecture et qu'ils peuvent y déposer leur demande d'asile. Ça serait un peu trop facile. Pourquoi ? Parce qu'à la préfecture, on leur prend leurs empreintes. Et là, on regarde dans un fichier d'empreintes qui s'appelle le fichier Eurodac. Là, je ne sais pas développer le sigle, vous m'excuserez. On va le manger comme ça. Le fichier Eurodac qui regarde si la personne n'a pas déjà fait une demande d'asile dans un autre pays européen. En particulier, le premier traversé, et c'est ce qu'on appelle le règlement Dublin, dont on parlera Asma tout à l'heure. Voilà. Donc, au niveau de la préfecture, premier tri, les gens qui sont dits dublinés, leur demande ne sera pas transmise à l'OFPRA, encore un cycle, je vais vous le développer. En revanche, ceux qui n'ont pas laissé leurs empreintes ailleurs pourront déposer une demande à l'OFPRA, Office français pour les demandeurs d'asile et les apatrides. Les protections. Voilà. Réfugiés et apatrides. Réfugiés et apatrides. Merci. Bon. Alors après, à l'OFPRA, il y a toute une procédure de dépôt de son récit de vie qui doit être fait en français, avec toutes les difficultés possibles, les histoires d'interprétariat, etc. Bon. Ensuite, je reviens un petit peu en arrière. À partir du moment où la personne a déposé son dossier de demande d'asile, elle a des droits. Elle devrait avoir droit à un hébergement et elle a droit à une allocation. Et puis, elle est en situation régulière. Ensuite, l'OFPRA rend sa décision. Si elle est positive, tout va bien, la personne a le statut de réfugié. Si la réponse est négative, c'est quand même la majorité des cas, la personne peut saisir alors, la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, qui réexaminera son cas, soit lui donnera le statut de réfugié ou pas. Je répète, la majorité des demandeurs d'asile sont déboutés, soit par l'OFPRA, soit par la Cour nationale, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et tous ces gens, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait des sans-papiers. Voilà. Alors, les sans-papiers, c'est qui ? Oui, je vais passer... Non, excusez-moi, toujours dans la partie l'immigration légale. Je voulais juste dire que la loi de 2016, sous laquelle nous vivons, n'a fait que durcir les difficultés à obtenir des papiers en France. 2 points que je souligne. Une personne étrangère a une carte de séjour, mettons une carte de 4 ans ou de 10 ans. La préfecture peut à tout moment remettre en cause ce titre de séjour en estimant qu'il y a quelque chose de louche, qu'elle a dû mentir, qu'il y a des choses pas vraies. Donc à tout moment, la personne peut se voir retirer ses papiers. Et le deuxième point, c'est que pour faire cette enquête, la préfecture est dotée de pouvoirs d'investigation très importants auprès d'un certain nombre d'organismes publics et privés qui doivent fournir à la préfecture des données personnelles sur les personnes étrangères en question. Ce sont les fournitures d'accès Internet, d'énergie, gaz, d'électricité, etc., qui vont être obligés de fournir des documents à la préfecture pour qu'elle puisse contrôler la validité du dossier déposé par les personnes étrangères. Rapidement, il faut quand même un peu chiffrer les choses. L'immigration légale en 2017, cela veut dire que 262 000 premiers titres de séjour ont été accordés. Donc en 2017, il y a 262 000 premiers titres de séjour qui ont été donnés, qui se décomposent de la façon suivante.
27 000, pas tout à fait 28 000 en matière économique, dont 20 000 salariés, c'est quand même assez peu, 20 000 salariés. Les étudiants, 88 000, et le regroupement familial, 91 000. Oui. Dans ces 262 000, il y a tout ce qui concerne le droit d'asile, autour de 40 000 personnes. Voilà. 2017, autour de 100 000 demandes. 40 000 obtentions, ça fait 40%. Ça signifie que 60% sont des sans-papiers. Voilà. Nous y arrivons à nos sans-papiers qui sont vraiment une question importante en matière de non-accueil dans notre pays. Tant qu'il y avait des moyens de migrer assez ouverts, il n'y avait pas de problème de sans-papiers parce que les gens pouvaient se déplacer. À partir du moment où les conditions se restreignent, naturellement, les gens qui veulent migrer se pressent là où il y a une possibilité d'obtenir des papiers. Et on l'a vu, bon, il y a les étudiants d'un côté, mais souvent les personnes qui se présentent sont plus âgées et puis veulent travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils se tournent vers le droit d'asile, même si, en effet, ils ont peu de chances de l'obtenir. Et puis, également, par le regroupement familial. Mécaniquement, les restrictions créent des sans-papiers. Alors, ce qui est intéressant, là aussi je vais faire un petit peu d'histoire beaucoup plus récente, c'est qu'en 81, il y a eu une circulaire, une importante circulaire en août 81, qui proposait une régularisation exceptionnelle des sans-papiers. J'ai regardé, je ne savais pas, et je me suis aperçue que pour se faire régulariser en août 81, il suffisait d'avoir un emploi stable depuis, vous ne devinez jamais combien, 1 an. Ouais, en 81, il suffisait d'avoir un emploi stable depuis 1 an, ou d'être en France depuis janvier 81, on était en août 81. Quand on connaît les conditions actuellement, on est un peu scotché, un peu pantois, et c'est vraiment de l'histoire récente. Donc, il y a peu de temps, 1981, on était déjà, le chômage de masse commençait, on a régularisé 130 000 personnes, on n'en est pas mort, au contraire, je crois qu'on s'en est beaucoup mieux porté. C'était possible, c'est la preuve que c'est vraiment un choix politique. Alors, actuellement, pour la régularisation des sans-papiers, on n'a que la circulaire Valls de 2012, qui ne concerne que 2 catégories de sans-papiers. Les travailleurs, et alors là, vous le savez peut-être, mais je le redis pour l'ensemble, les conditions, rien à voir avec celles de 80. Il faut, par le travail, 5 ans de séjour en France, un contrat de travail ou d'embauche et une certaine ancienneté dans le travail, obligatoirement au noir, puisqu'on était sans papier, que je ne vous détaille pas. Donc, vous voyez, on passe quand même de 1 an à 5 ans. Voilà. En ce qui concerne les familles, il y a une possibilité de régularisation, là aussi, 5 ans de séjour en France, 5 ans de séjour sans papier. Vous imaginez ce que ça signifie. Et des enfants qui sont scolarisés depuis à peu près 3 ans. Je répète, c'est une circulaire. Je pense que notre ami des RSF pourra confirmer que toutes les préfectures ne l'appliquent pas. Voilà, ce qui pose un grave problème. Et que ça ne concerne que 2 catégories de personnes. Les célibataires, voilà, et les personnes qui ont du mal à trouver du travail ou avoir les preuves de travail ne peuvent pas se faire régulariser. Alors, quand on est sans papier, comment on vit ? Vous vous en doutez très mal. On vit dans l'angoisse et dans le risque perpétuel. Le risque, quel est-il ? Simplement, à n'importe quel moment, on peut se faire arrêter. Ça peut être un contrôle routier, ça peut être un contrôle dans un transport, ça peut être un contrôle dans une gare. Et là, on vous demande vos papiers, vous les avez pas, donc commissariat,
vérification du droit au séjour, pas de droit au séjour, OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, et vous avez de grandes chances d'être envoyé dans un CRA, c'est-à-dire un centre de rétention administrative, où là vous êtes enfermé jusqu'à 45 jours, voilà, en vue de votre éloignement, pour parler plus simplement, de votre expulsion. Bien sûr, la police parle d'éloignement, mais il s'agit bien sûr d'une expulsion. J'ajoute que l'enfermement des familles est légalisé par cette fameuse loi de 2016, dont vous savez tout le mal que je pense. Voilà. Et qu'en 2017, le nombre des enfants enfermés en rétention a littéralement explosé. 305 enfants ont été enfermés en métropole pendant l'année 2017. Je ne parle pas de l'outre-mer, qui sera traité par nos amis du GISTI. Alors, les revendications en ce qui concerne le droit des étrangers, elles sont très simples. Hein. Stop Dublin. Hein, il faut arrêter Dublin, dont vous parlez Asma et Louis, pardon. La possibilité d'avoir une carte de séjour de 10 ans de droit, hein, ça permet à la personne de ne pas aller tous les ans à la préfecture pour recommencer tout le circuit des papiers avec le dossier à constituer. La régularisation des sans-papiers sont des gens qui sont ici. Je suppose qu'à Aulnay, vous avez vu leur slogan, hein, on vit ici, on travaille ici, on reste ici. Hein, je veux dire, hein, régularisation des sans-papiers. De façon plus générale, la liberté de circulation, hein, que les gens puissent aller et venir. Et si on veut aller plus loin, pourquoi pas reprendre l'idée du droit de vote pour les étrangers non communautaires aux élections locales. Je termine en disant qu'il y a de nombreuses mobilisations en cours cette année. Les deux plus importantes, ce sont les États généraux des migrations, hein, qui tentent, et avec succès du reste, de rassembler toutes les initiatives de terrain de façon à montrer qu'il existe énormément d'expériences à la fois de solidarité et de travail juridique pour une autre politique migratoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des réformes cosmétiques. Et la deuxième, qui est du reste dans le cadre aussi des États généraux des migrations, qui est la marche citoyenne, hein, qui est partie de Vintimille le 30 avril et qui se rendra jusqu'à Londres. Elle passera en région parisienne à partir du 15 juin. Hein. Elle sera le 15 juin à Villeneuve-Saint-Georges, dans mon département, le 94, et elle passera par Sarcelles le 20 juin. Hein. Elle passe le week-end à Paris. Le 18 juin, on va faire un gros bins devant le Sénat où sera examiné par les sénateurs le fameux projet de loi 2018. Et je vous laisse la parole. Merci.